Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Permettez-moi donc de lire ce communiqué du bâtonnier de l'ordre, maître Tchakounté Paty Charles, en guise d'introduction, madame, messieurs. Il s'adresse comme ça à ses chers confrères. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la session extraordinaire du Conseil de l'ordre convoquée pour ce jour, dimanche 15 septembre 2019, n'a pas pu, faute de quorum, donner lieu à délibération en respect de l'article 11, alinéa 2 de notre règlement intérieur. En conséquence, la résolution du 31 août 2019 conserve ses pleins et entiers effets. Toutefois, le barreau du Cameroun remercie le gouvernement pour les efforts entrepris en vue de l'examen des préoccupations exprimées par les avocats et entend poursuivre le dialogue engagé à cet effet. C'était donc hier, signé le bâtonnier de l'ordre, Tchakounté Paty. Maître Tchakounté. Tout à l'heure, madame, monsieur, à 20h, ce sera la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après le débrief. Tout de suite et maintenant, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Suspension du port de la robe et non-fréquentation des cours et tribunaux. Le mot d'ordre respecté pour en parler. Je suis en plateau ce soir, bien évidemment, entouré d'avocats. Le premier, c'est Maître Cheikh Ali Al-Assad. Bonsoir, Maître. Bonsoir et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Voilà, bienvenue. C'est votre première sur le plateau Equinox Soir. Bienvenue. Je crois la troisième fois. Voilà. Sur le plateau d'Equinox en tout cas. Voilà, bienvenue. Bonsoir, Maître Moustapha Ngwana. Bonsoir, c'est Jalin. Ça fait un bon bout, hein, Maître? Absolument, ça fait un bon bout. Je sais que vous avez dû essuyer une kyrielle de refus involontaire de ma part, oui. Tenant malheureusement à mes nombreuses contraintes d'agenda au regard de ce que j'avais quand même délaissé mon cabinet pendant un certain moment. Oui. Je crois que je m'en suis excusé auprès de vous de manière répétitive. Oui. Mais aujourd'hui que l'occasion... Parce que moi, on me faisait le procès, hein, pourquoi on ne voit plus Maître Ngwana Equinox Soir? Je savais quoi dire. Maître Ngwana apprécie particulièrement Equinox et surtout Equinox Soir. Mais seulement, Maître Ngwana est d'abord avocat avant d'être politique. Maître Ngwana est d'abord avocat et malheureusement, mon cabinet m'a sollicité plus qu'il n'en fallait, devrais-je dire. Okay. Alors que bon, aujourd'hui, quand vous m'avez donné l'occasion d'être présent, vous voyez que j'ai répondu présent, alors que ce n'est que ce matin que vous m'avez appelé. Voilà. Vous voyez donc il ne s'agissait pas d'une sorte de fuite en avant. Ok. Bonsoir, Maître Augustin Gefag. C'est Jalin, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que nous serons à la hauteur pour expliquer aux nombreux Camerounais pourquoi est-ce que nous avons suspendu une Europe, l'unique outil que nous avons pour le travail. Voilà, je crois que c'est le doyen sur le plateau, hein. On va terminer par lui. Oui. Parce qu'il m'a dit tout à l'heure que lorsque le conseil s'est réuni, on part du plus jeune au plus ancien. C'est bien cela? Oui, Maître Joseph-Claude Biliga. Oh oui. Bienvenue sur le plateau. Oui, merci de m'avoir invité. Bon, voilà, Maître Biliga, je commence par vous. Déjà, vous, pour ceux qui sont accros des réseaux sociaux, vous avez fait un post dans la nuit de samedi à dimanche pour demander à vos confrères de ne pas de sursoir, on va le dire comme ça. Oui, voilà ce que j'ai dit. J'étais couché vers 2h du matin. Vous avez été inspiré? Je me suis dit, il faut bien que je prenne position. Oui. J'ai apprécié la décision prise par M. le bâtonnier et le Conseil de l'ordre. J'ai estimé que le fait qu'il y ait une autre réunion, la session extraordinaire qui devait avoir lieu dimanche, qu'il devait prendre une décision, et quelle que soit la décision, ce Conseil de l'ordre devait essuyer des critiques acerbes. Que certains confrères, et pas des moindres, se sont exprimés sur les réseaux sociaux en disant qu'il fallait maintenir cette suspension, mais que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne fallait pas la maintenir.
Et les raisons que j'évoquais étaient celles-ci. J'estimais que le Conseil de l'ordre a donné 2 semaines au gouvernement. Je tiens à indiquer qu'on a eu d'autres mouvements d'humeur ou de suspension de robe, mais généralement, lorsqu'on se réunissait, c'était pour immédiatement, dans le lendemain, la mesure prenait l'effet. En donnant 2 semaines, ce n'était pas par hasard. C'est-à-dire que le barreau donnait une porte pour les négociations. Et que la main tendue du barreau a été acceptée par le gouvernement, qui a immédiatement, à travers un de nos confrères, qui est aujourd'hui ministre délégué à la justice, Maître Momo, et qui a donc pu recevoir des avocats, et il y a eu un comité de travail qui est mis en place. J'estimais donc que si on met un comité de travail en place, même si les résultats ne sont pas là, encore qu'on a vu également d'autres lettres provenant des autorités, je veux dire d'un certain nombre de structures incriminées dans la résolution du barreau, et que compte tenu du fait qu'il y a quand même eu une réponse, qu'il fallait laisser la chance à la négociation et suspendre, ne serait-ce que momentanément, à défaut de lever cette décision de suspension du port de la robe, pour permettre de travailler en toute sérénité. Et j'avais ajouté, et beaucoup de personnes en ont profité pour m'attaquer sur mon volet partisan, en disant que j'intervenais beaucoup plus en tant que membre de la RDPC, ce qui est faux. Et je disais qu'il faudra quand même qu'on s'arrime dans cet élan d'apaisement résultant du discours du président de la République, qui a demandé, qui a convoqué, a répondu favorablement à la demande faite par beaucoup de Camerounais d'un dialogue national. Okay. Et que compte tenu de ces contextes, il serait mieux qu'on entre dans cet élan de ce chemin de la paix, d'apaisement, et de mettre le gouvernement au pied du mur, parce qu'une mesure qui est suspendue peut être remise remise en pratique à n'importe quel moment. Okay. Voilà, grosso modo, on peut-être en parlera un peu plus profondément. Voilà ce que j'ai écrit. Maître Biliga, une question plus personnelle. Vous avez donc porté votre robe aujourd'hui? J'ai dit, et je l'ai dit, même dans mon poste, peut-être pas d'une manière claire, je suis avocat. J'ai été membre du Conseil de l'ordre, j'ai été trésorier de l'ordre. Oui. Il y a 5 organes au barreau du Cameroun. Il y a l'Assemblée générale, la présidence de l'ordre, le bâtonnier, le secrétaire de l'ordre et les trésoriers. Je fais partie des 5 organes, c'est-à-dire des plus hauts dirigeants, si vous voulez, du barreau. À ce titre, je ne saurais jamais désolidariser des actions prises par le Conseil de l'ordre qui gère l'ordre, qui administre l'ordre, comme nos textes le disent, et par le bâtonnier. Donc, je ne me désolidarise pas du tout, je ne porterai pas ma robe, même si on dit aujourd'hui que nous ferons 10 ans de suspension, je serai dans la suspension, mais j'ai le devoir d'émettre un avis par rapport à ce qui m'a semblé être, je ne vais pas dire une erreur, mais mon souhait aurait été que nous puissions donner plus de chance à la paix. Maître Chekali Assad, Maître Biliga parlait tout à l'heure de ces négociations-là, cette rencontre du 4 septembre avec le ministre délégué, Maître Jean de Dieu Momo. Il y a quand même eu un début. Pourquoi vous avez maintenu, comme Maître Tchakounte le dit, conserve ses pleins et entiers effets, malgré tout ce que le gouvernement a commencé à faire? Certainement parce que le gouvernement n'a pas fait assez. N'a pas fait assez. Lorsque mon confrère aîné, Maître Biliga, dit ici qu'il faut laisser la chance à la paix, qu'il faut ceci, implicitement, Maître Biliga admet que toutes les constatations relevées par le Conseil de l'ordre sont vraies. Alors, nous sommes dans des matières extrêmement sensibles, où il ne faut pas se hâter lentement, mais se hâter tout court. Parce qu'il va dans certains cas de la vie des personnes, de la liberté des personnes. Et c'est des questions sur lesquelles on ne saurait transiger. Il faut les résoudre immédiatement. Dire qu'il faut laisser le temps au temps
Non, ce n'est pas une bonne solution. C'est pourquoi j'ai applaudi à deux mains et je me suis félicité de ce que la suspension a été maintenue. Et comme le disait mon confrère aîné, si le Conseil de l'ordre estime qu'il est nécessaire de suspendre encore pour 10 ans, je crois que tous les avocats du Cameroun... Vous Maître Biliga. Entièrement. Ok. Maître Moustapha Ngwana, vous avez quand même donné 2 semaines, c'est bien cela, au gouvernement pour faire assez, comme dit Maître Assad, mais vous trouvez que vous n'êtes pas satisfait par ce que le gouvernement a porté comme solution, ou bien début de solution à vos revendications. 2 semaines, c'était largement suffisant je voudrais pour résoudre tout ça, Maître Ngwana? Je voudrais d'abord dire que de mon point de vue, je salue d'abord l'action qui a été celle du bâtonnier et du Conseil de l'ordre, parce que nous n'en attendions pas moins. Mais je dois également dire que sur la forme, je constate pour le regretter que ceux qui nous gouvernent ont considéré notre mode de suspension du port de la robe avec, de mon point de vue, une certaine légèreté. Parce que je suis cet avocat, donc juriste, mais j'ai également une lecture politique de la situation. Parce que voyez-vous, le bâtonnier, c'est une personnalité de premier rang dans tous les pays du monde. Si vous allez au Nigeria, même le président de la Cour suprême est membre du barreau. Donc, lorsque le bâtonnier prend certaines décisions qui touchent à l'organisation de la profession, parce qu'au Nigeria, par exemple, les avocats et les magistrats sont d'abord avocats. Quand ça touche à l'organisation de la profession, tout le monde se met en rang. J'ai trouvé inconcevable que face à des récriminations d'une importance aussi capitale, qu'au cours de la réunion, nous ayons pour le ministère de la Justice un ministre délégué, non le ministre de la Justice lui-même. J'ai trouvé également inconvenant que nous ayons pas le délégué... On nous a fait comprendre que le ministre d'État n'était pas au pays. Que nous ayons ensuite le délégué général, pas le délégué général de la Sécurité nationale, le représentant. Mais le représentant. Que nous n'ayons pas le 7, mais que nous ayons un représentant du 7. Que nous n'ayons pas le responsable de l'administration pénitentiaire, mais un de ses représentants. De mon point de vue... Le ministre de la Défense aussi n'était pas présent. De mon point de vue, quand on veut avoir une lecture politique, ça dit que quand on ne s'arrête pas seulement aux considérations d'ordre juridique, c'est pour moi un manque de respect pour le barreau du Cameroun. Et il faudrait que cela puisse changer. Nous avons eu notre rentrée solennelle dernièrement. Le ministre de la Justice était bel et bien au Cameroun. Mais c'est le ministre délégué qui était présent. Je dois vous dire que dans certains pays, parfois le président de la République lui-même est là. Donc pour moi déjà, j'estime donc que dès le départ, il y a déjà sur la forme une inconsidération qui a été accordée au barreau. Et pour suivre, vous dites que le ministre de la Justice n'était pas là. Lorsque l'intérêt supérieur de la nation est en jeu, parce que mon confrère, M. Biliga, vous a dit que vous avez état des difficultés que nous avons en ce moment et qui requièrent pour les uns et les autres que nous ayons une certaine chance à la paix. Si l'on veut véritablement donner une chance à la paix, il faut absolument que tous les protagonistes, toutes affaires cessantes, puissent être présents pour qu'on puisse décider. Parce que la République est ce qui est au-dessus de chacun d'entre nous. Et la République nous dépasse tous. Je ne suis davantage pas d'accord avec M. Biliga sur un point. Parce que, voyez-vous, le président de la République, dans son discours, n'a pas évoqué les avocats. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait absolument lui faire une fleur. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas de fleur à faire en pareille circonstance. Les mesures... Non, permettez. Oui. Le président dit, parlant du dialogue, il s'articulera également autour des thèmes susceptibles d'apporter des réponses aux préoccupations des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi qu'à celles des autres régions du pays. On parlera du bilinguisme, de la diversité culturelle, la cohésion sociale, la restructuration et le développement des zones touchées par le conflit, le retour des réfugiés et des personnes déplacées, le système éducatif et judiciaire.
Oui, le système éducatif et judiciaire, pour moi ça reste un terme qui est on ne peut plus vague. Ah bon? Donc, j'ai dit, c'est la lecture que moi je fais. Oui, maintenant. Acceptez que je sois en train de me tromper. La lecture que je fais est on ne peut plus vague. Le barreau, de mon point de vue, mérite davantage de considération. Donc, sous ce prisme-là, vous trouverez donc que les mesures qui ont été prises, qui sont des mesures qui me semblent être des expédients. C'est vrai qu'il y a une volonté qui est mise en perspective et qui est saluée par le Conseil de l'ordre. Je ne saurais m'en désolidariser. Mais seulement, il faut noter que la profession d'avocat se délite. Elle est en pleine déliquescence. Et cette déliquescence-là a été relevée par le Conseil de l'ordre, qui a été suffisamment élégant pour ne pas entrer dans la fange. Donc, la situation est on ne peut plus grave. Donc, il faudrait que notre gouvernement arrête d'être dans la réaction. Parce que l'état de droit constant, qui est un slogan, se mesure également à notre capacité également à pouvoir respecter la mise en œuvre des droits et libertés des individus. Et nous, les avocats, nous sommes les chiens de garde de liberté. Si dans un pays, on ne respecte pas les avocats, si le métier d'avocat n'est pas respecté, je doute fort qu'on puisse véritablement dire que nous sommes dans un état de droit. Vous imaginez que vous avez un client qui est en difficulté, qui est empêtré dans les difficultés les plus inextricables. Il a besoin de vous. Le premier réconfort, c'est l'avocat. Même les politiques aujourd'hui qui parfois s'attaquent aux avocats, lorsqu'ils sont en difficulté, les premiers vers lesquels ils se tournent sont les avocats. Les avocats ne sont pas les ennemis de la liberté. Ils sont les premiers défenseurs de la liberté. Et ils méritent dans tous les États du monde une protection particulière. Il suffit d'aller dans un pays anglo-saxon pour vous rendre compte de ce que être avocat, c'est être carrément un démiurge. Je ne dis pas que je souhaiterais qu'on déroule le tapis rouge chaque fois que nous passons. Mais le minimum, c'est de nous laisser au moins exercer le métier qui est le nôtre. Et les mesures qui ont été prises jusqu'à présent, de mon point de vue, si elles sont acceptables, ne sont pas encore totalement satisfaisantes. Il faut que les choses soient, que les mesures encore plus fortes soient prises. Parce que, voyez-vous, lorsque vous êtes en difficulté dans le cadre d'une procédure et que ce soit un acteur du milieu judiciaire qui vous cause un impair, vous avez très souvent de la peine à pouvoir mettre en branle la machine judiciaire contre cette personne-là. Vous vous rendez compte, si vous déposez une plainte contre un officier de police, au-delà de ce qu'on vous dira qu'il y a une immunité de juridiction dont il bénéficie, parfois vous avez des difficultés à mettre en branle la sanction pénale à son encontre. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la sanction pénale a également une mission civilisatrice, une mission pédagogique. Donc lorsque quelques-uns sont sanctionnés parce qu'ils ont été en porte-à-faux avec la loi, ça oblige les uns et les autres à se remettre sur le droit chemin qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Donc, de mon point de vue, je voudrais saluer mes confrères qui ont refusé de déférer à la convocation du Conseil de l'ordre. Parce qu'il n'était pas du tout question que ce mot d'ordre soit levé. Parce qu'un message fort devait être envoyé à l'adresse de ceux qui nous gouvernent. Un message très fort. Certains disent que c'est nous qui allons en pâtir parce que c'est nous qui ne travaillons pas. Oui, c'est pour la bonne cause. Il vaut mieux que nous puissions pendant quelques jours ne pas aller dans la salle des pas perdus, ne pas aller au palais de justice, mais qu'après, les justiciables qui sont les premiers bénéficiaires. Voilà, vous êtes sûr que c'était pour lever le mot d'ordre qu'il y a eu la réunion d'hier? Parce que vous dites que vous appréciez l'attitude de vos confrères qui n'ont pas déféré à cette convocation. Voyez-vous, je ne suis pas Madame Soleil, oui. Je n'ai pas une boule de cristal, mais vous et moi, nous savons que cette réunion-là, cette réunion du Conseil de l'ordre avait également pour but ultime de pouvoir aboutir éventuellement à une levée du mot d'ordre de suspension du port de la robe. Parce qu'il y a ce que nous appelons le principe du parallélisme des formes et des procédures. Donc pour pouvoir lever un mot d'ordre comme celui-là, il fallait que le Conseil puisse siéger. Donc ce n'est pas une décision qui appartient au bâtonnier seul. Le bâtonnier ne pouvait pas lever cette décision-là tout seul. Donc le Conseil de l'ordre, lors de la réunion qui se tenait samedi, aurait pu
qui se tenait dimanche, aurait pu lever le mot, aurait pu donc lever ce mot d'ordre. Donc le seul fait que certains de nos confrères n'aient pas été là est une bonne chose, parce que voyez-vous, il fallait qu'il y ait 2 tiers de membres du Conseil de l'ordre, et 2 tiers, ça fait au moins 10 membres. Ça veut dire que si ceux qui ne sont pas arrivés, de mon point de vue, ont rendu un service salutaire au barreau du Cameroun, et il ne faut pas avoir la langue de bois, je le dis en le pensant la main sur le cœur, ce fut une très bonne décision. Si c'était à refaire, j'encouragerais mes confrères membres du Conseil de l'ordre qui ont bénéficié de notre suffrage à poursuivre dans cette lancée. Parce que le barreau n'est pas un ennemi du pouvoir, mais il ne doit pas être du côté du pouvoir. Le barreau doit être là pour se rassurer que les choses vont dans le sens qui se doit d'être. Et lorsque les décisions ont été prises, et même lorsque le gouvernement fait bien, j'ai suivi un jour un de nos lointains aînés, une de nos icônes, le bâtonnier Yondo Black. Le bâtonnier, il disait, quand il me le disait en face, que lorsque vous avez avec vous, lorsque le gouvernement fait quelque chose de bien, lorsque vous êtes un contre-pouvoir, vous ne le félicitez pas parce qu'il est dans son rôle, c'est son obligation. Oui. Vous comprenez? Donc je félicite donc plutôt mes confrères qui ne sont pas allés, pour que le gouvernement puisse comprendre que c'était un message fort qu'il fallait lui envoyer. Et je dis donc qu'il faut que nous poursuivions dans cette lancée. Et il faudrait que vous compreniez, au-delà de ce que je sois politisé, que je sois militant du SDF, je parle ici en tant qu'avocat. Je parle de mon métier. Je parle de mon métier. Je vous ai fait venir ce soir. Je parle de mon métier, je parle de ce qui nous permet de vivre au quotidien et qui permet également aux Camerounais de pouvoir rester des hommes dignes. Parce que la justice permet à l'homme de rester digne. Okay. Je vous remercie. Maître Ngefak, Maître Moustapha sorti, il m'a un peu dévancé. Justement, dans le communiqué de Maître Tchakouté du bâtonnier, il dit, faute de quorum, ça n'a pas pu donner lieu à délibération en respect l'article 11, alinéa 2 de notre règlement intérieur. Okay. Que dit l'article 11, alinéa 2? Maître Ngefak. C'est Alain, je vais commencer par quelques précisions. Oui. Tout à l'heure, vous avez une difficulté à choisir entre Maître et Monsieur le bâtonnier, à l'attention de tout le monde. Oui. Lorsque moi, Ngefak Augustin, j'ai réussi à l'examen du barreau, je m'inscris. Dès lors que vous êtes au courant, vous devez, que vous le vouliez ou pas, m'appeler maître. Si jamais mes pères décident de faire de moi le numéro 1, primum inter pares, c'est-à-dire Monsieur le bâtonnier, alors je perds d'office l'appellation de maître et je porterai toute ma vie l'appellation bâtonnier. Il faut que ce soit sûr. Ouais, si c'est un ancien, oui, vous êtes libre d'ajouter ancien bâtonnier. S'il est ou passe bâtonnier, s'il est en exercice, vous êtes obligé de l'appeler Monsieur le bâtonnier ou Monsieur le bâtonnier en chair. Il faut que ce soit sûr pour lever cet équivoque. 2. Est-ce que le Conseil de l'ordre a bien agi? Au regard de la loi, je dis oui, et très bien agi. Parce que le respect de la loi, l'application de la loi, ce n'est pas une faute. Qu'est-ce que ça coûte à un membre du Conseil de l'ordre de se déplacer, de perdre son temps pour aller dire au Conseil de l'ordre, je viens voter non, alors que la loi lui dit, si tu estimes que c'est pour un non, ne te déplace pas, la loi t'a donné la combinaison. Ça, c'est l'alinéa 2 de cet article qui dit, en premier, les 15 membres prennent les grandes décisions parce que c'est l'organe central qui administre le conseil. Si jamais il y a ballotage, la voix prépondérante, c'est celle du bâtonnier. Mais pour qu'il y ait ballotage, il faut qu'on se rassure que dans la salle, sur les 15, il y a au moins 10, c'est-à-dire les 2 tiers. C'est de ça qu'il est question. Donc l'alinéa 2, on vérifie le quorum par rapport au temps décidé pour statuer. Est-ce que nous avons le minimum de 10 sur 15? C'est ce que la loi dit. Dès lors que le temps imparti est expiré, alors le quorum n'est pas atteint, on tire les conséquences de ce qu'on avait mis à l'ordre du jour. De 2, à chaque convocation de ce Conseil de l'ordre, on doit y annexer l'objet de la convocation. L'objet, c'était quoi? Étudier, apprécier le comportement de l'État vis-à-vis de notre résolution qui annonçait depuis 2 ou 3 semaines que si vous ne posez aucun acte concret, nous serons obligés de suspendre nos robes. À ce moment, vous allez me demander quel est mon sentiment. Mon sentiment, c'est, je vais d'abord vous dire ce que je ressens.
le Conseil de l'ordre a été très clément. Très, très clément. Parce que étant un contre-pouvoir, donner 15 jours à l'État pour parler au peuple, pour dire les avocats ont vu juste, changeons de comportement. Donner 15 jours, le bâtonnier qui accepte de valider ces 15 jours, il est très clément. Figurez-vous, beaucoup d'avocats ont estimé que ce délai était de trop. Mais en retour, qu'est-ce que l'État a dit? L'État nous a pris comme la pâte à mouler, nous a pensé que les avocats c'était de la farine à pétrir et s'est débrouillé par des techniques à mettre en place ce que le gouvernement, à travers sa politique, déploie toujours, les commissions. Vous voyez, nous connaissons tous au Cameroun ce que signifie mettre en place une commission. C'est diluer l'objectif et dire ils vont faire quoi. Non, les avocats ne sont pas dans cette logique de ils vont faire quoi. Et je vais vous dire, ça ce n'est que le préalable. Il faut que l'État réponde vraiment et concrètement aux actes. Le bâtonnier leur a dit, le Conseil de l'ordre a dit, rendez-vous le 20. La commission qui a été mise en place, le magistrat Bongeno et le passe bâtonnier Charles Tchunga ont co-signé une correspondance pour dire les travaux reprennent le 20 septembre. Il faut que le 20 septembre, que l'État soit concret. Concret veut dire quoi? Nous n'avons pas besoin nous avons pris acte. Non, nous avons pris acte ne veut rien dire. Un policier qui séquestre un avocat, comment faire savoir que ce policier a mal fait et que les avocats acceptent? Montrez-nous que ce policier, il a enfreint la discipline du corps, il a enfreint la loi. Il s'agit de cela. Il ne faut pas qu'on se voile. Les avocats n'ont pas besoin de la politique. Ils n'ont pas besoin de 1000 commissions. Prouvez-nous que ça va cesser. Je vais vous donner un exemple. Il y a des chefs de juridiction qui se sont permis aujourd'hui de transformer les collaborateurs d'avocats qui n'ont pas d'Europe en avocats. Oui. Pour cette journée? Pour cette journée, vous allez, ces jeunes hommes, ils vont aux audiences, rien que pour prendre les notes ou bien récupérer les actes qu'ils ont déposés là-bas. On dit vous ne recevez rien qui viennent d'un cabinet d'avocats en tant que justiciable. Et si c'est le client qui vient, imaginez la suite. Il s'agit de cela. Et puis les juges ils disent ce qu'ils ont laissé entendre, qu'ils vont rendre les décisions dans les dossiers où sont constitués des avocats. Ils pénalisent, ils ne pénalisent pas les avocats. Ils pénalisent le justiciable. C'est-à-dire, c'est l'expression typique de ce que nous critiquons. D'ailleurs, nous attendons le 20 et nous sommes en train de constituer nos doléances pour dire, dans l'ensemble, voici la kyrielle. On avait juste énuméré quelques, mais cette fois-ci, il faut qu'on déballe. Voilà un peu les préliminaires. Maître Biliga, au lendemain de cette réunion du 4 septembre, le ministre d'État, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a instruit à travers son secrétaire général les directeurs, les délégués départementaux, régionaux de l'administration pénitentiaire pour ce libre accès des avocats dans les prisons. Il y a également eu cette lettre aux procureurs généraux près des cours d'appel pour un libre exercice de la profession d'avocat dans les cours et tribunaux. Mais pour beaucoup de vos confrères, ce n'est pas suffisant. Peut-être pas, parce que les autres maillons, la police, la gendarmerie, n'ont véritablement pas avancé. Oui, vous savez, la différence avec mes confrères, c'est que non seulement j'ai l'âge, donc j'ai vu passer, j'ai eu la chance, lorsque je suis arrivé au barreau, d'être dans un cabinet d'un membre du Conseil de l'ordre, maître Jean, possiblement plus stagiaire. Par la suite, comme secrétaire de l'ordre. J'ai été directeur de campagne, maître colonel bâtonnier, j'ai été même conseiller, j'ai été trésorier. Donc, en fait, j'ai cet avantage sur mes confrères. Et je voulais dire beaucoup d'autres choses. La première chose, c'est que tout à l'heure, mon confrère Ngwana nous a dit que c'est le secrétaire, le ministre d'État, ministre délégué qui nous a reçus. Je tiens à lui indiquer qu'il y a au moins celles que je connais, 2 grèves, appelons ça ainsi, entre guillemets. Celle de Yondo Black, c'est un secrétaire d'État à la sécurité intérieure qui a fait attendre pendant 3 heures le conseil de l'ordre des avocats dans son cabinet pour lui intimer l'ordre d'aller reprendre le travail comme on intimait l'ordre aux gamins. Je le tiens de mon parrain de stage. Après, la grève de l'affaire Yondo Black. Vous pouvez imaginer cette grave affaire. L'affaire l'affaire port autonome de Douala avec maître Abessolo.
j'étais membre du Conseil de l'ordre. Nous avons été reçus au ministère par le vice-premier ministre qui était à Abuja, qui était venu à ce moment-là, d'une manière tellement froide et méprisante, je pèse mes mots, que lorsque j'ai vu Maître Momo recevoir les membres du Conseil de l'ordre, je me suis dit qu'il y a une évolution. Parce qu'après le vice-premier ministre qui nous a reçus, le ministre délégué Kanto Maurice, j'ai été. Il y avait un comité, on a travaillé ensemble pendant un bon bout de temps. Donc on ne peut pas aujourd'hui estimer que le barreau a été méprisé. Et je dis qui, mieux que notre confrère, peut connaître nos problèmes? Vous préférez avoir un magistrat qui vient être devant vous pour régler vos problèmes que votre confrère avec qui vit les mêmes problèmes, qui les a vécus? C'est la question que je pose. Et je pense que pour moi, nous devions donner de la chance, de la considération à Maître Momo, ne serait-ce que parce que c'est un confrère. Je tiens à indiquer que juste après l'affaire de Yodo Black, dans cette période, pendant la grève, on a eu un ministre, malheureusement il est décédé aujourd'hui, qui était avocat. Je ne voudrais pas parler des morts, je n'en parlerai pas plus. Mais je dis, lorsqu'on prend d'évolution, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on a été moins pris en considération, que maintenant. Et sur les grèves, je reviens sur la grève des anglophones. Vous avez eu la réaction qui avait eu lieu, une sorte de réaction de mépris. Tout le monde est unanime pour cela. Est-ce que c'est la même réaction de mépris que le gouvernement a eu aujourd'hui par rapport aux avocats? Moi, je pense que chacun jugera, mais moi, je crois que cette réaction a été moins de mépris que celle qu'on a connue auparavant. Je voudrais dire une autre chose. Je suis ahuri lorsque j'entends mes confrères parler, jouir ou être content du fait qu'il n'y a eu pas quorum. Mais attendez, mes confrères, les avocats ont élu les confrères pour participer, pas pour fuir, pour participer au Conseil de l'ordre. J'ai été membre du Conseil de l'ordre, j'ai été absent 2 fois. Une fois j'étais hors du Cameroun, une fois j'ai eu une panne de voiture. J'étais arrivé la veille au Conseil de l'ordre, je suis parti dans mon village qui était environ à 200 km de Yaoundé, et en rentrant j'ai eu une panne. Je suis arrivé au Conseil de l'ordre, ils avaient fini, mais ils ont considéré que j'étais là. Qu'est-ce qui peut justifier que des confrères qui 2 semaines avant ont pris une décision assez importante, saluée par des confrères, par tout le monde entier, et qui sont appelés à venir confirmer cette décision, s'ils estiment que c'est la meilleure. Vous, ça veut dire quoi? Ils ont... Je n'utiliserai pas le terme qu'un confrère a utilisé dans le forum. Il y a un qui a utilisé le terme lâche. Oui. Je ne l'utiliserai pas par respect pour mes confrères. Mais c'est là où je me retrouve vers mon confrère Ngwana en disant qu'il parle de politique, de politiser l'affaire. Moi, je croyais que j'avais affaire à un problème purement juridique où nous avons à défendre nos intérêts, mais on me parle de politique. C'est-à-dire qu'en fait, ces confrères, malheureusement, je n'ai pas la liste, c'est ceux qui ne sont pas là. Oui. Mais si j'avais la liste, je pourquoi il n'y a pas la liste cette fois? Je ne vois pas. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas la liste. Vous savez, il faut être 10. Si des confrères savent, par exemple, qu'ils se disent en minorité, c'est ce qu'on semble nous dire ici, qu'ils ont compris qu'ils étaient minoritaires, qu'ils ont eu peur en venant au Conseil de l'ordre que la majorité des confrères décident de la suspension de cette des confrères membres du Conseil de l'ordre. Et que pour éviter cela, ils sont partis rester chez eux. Je ne pense pas qu'il faut applaudir cela, confrère. Il faut assumer. C'est pour ça que chaque fois que j'écris, vous l'avez vu, je l'écris toujours dans mes trucs, je dis, j'assume les actes. On doit assumer les actes qu'on pose. Nous sommes avocats, nous considérons que ce qui est fait, et je suis entièrement d'accord, les griefs que nous avons indiqués sont tous fondés, et que si le Conseil de l'ordre estime qu'il ne faut pas lever la cause, qu'ils s'asseyent et qu'ils disent, oui, on a vu tout ce qui a été passé, mais nous ne sommes pas d'accord, nous maintenons. Vous voyez bien que j'aurais été plus à l'aise en vous disant, je suis en train de respecter une décision du Conseil de l'ordre confirmée par... Laissez-moi terminer. Je vois ça bouge beaucoup là. Confirmé par le dernier Conseil de l'ordre qui a eu lieu un dimanche, ce qui est très, très rare. Oui. Et je terminerai sur un truc, on n'a pas de contre-pouvoir. Entièrement d'accord. Oui. Mais je vais vous dire, confrère, j'aime citer ce cas, j'aime déjà citer plusieurs fois sur votre plateau. J'ai été membre, à la conférence nationale de barreau
de France à Montpellier il y a quelques années. Il y avait Madame la ministre Taubira qui était là. Ouais, Christian Taubira. Je vous assure, quelques temps avant, des avocats de France avaient marché. Ils portaient la robe en marche, parce que le président français, Macron, était ministre de l'économie, quelque chose de ce genre, et avait pris des décisions qui allaient à l'encontre de la profession, des professions judiciaires. J'étais à côté de l'actuel bâtonnier togolais. Je vous assure que si vous aviez fermé l'œil, vous auriez cru que vous êtes au Cameroun ou au Togo. Le mépris des magistrats vis-à-vis des avocats, les décisions qui ne se rendent pas dans les délais, les avocats, il y avait toutes ces récriminations que nous avons aujourd'hui. Ça existe. Je ne fais pas de comparaison. Mais je voudrais qu'on comprenne, je voudrais dire, je ce que je dis. Donc pour vous dire que, oui, nous sommes des contre-pouvoirs. Et je suis entièrement d'accord. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut que le barreau soit un barreau fort. C'est pour ça que je vous ai dit que pour rien au monde, je ne pourrais refuser de m'aligner à la décision du Conseil. Mais vous pouvez poser une question que j'ai peut-être pas à laquelle je peux répondre, mais je crois que... Oui, vous allez répondre après. Je voulais préciser. Oui, allez-y donc, allez-y. Surtout à moi que mon confrère a répondu. Oui, allez-y donc, Moustapha. Je voulais d'abord préciser que l'antériorité ou l'ancienneté n'est pas un gage de la maîtrise absolue des sujets. Je voudrais également indiquer que on ne doit pas se contenter d'avoir été reçu par un ministre délégué. C'est vrai, peut-être que nous avons subi du mépris par le passé, comme il est dit. Et il a parlé de l'arrogance avec laquelle nous avons été traités par le passé. C'est justement ce que nous critiquons. Et ce n'est pas parce qu'on nous a envoyé un ministre délégué aujourd'hui que nous devons nous en satisfaire. Il faudrait qu'on puisse s'entendre. Le bâtonnier dans un pays est une personnalité de premier rang. Et le ministre délégué dont on fait cas aujourd'hui, le ministre délégué, vous et moi, nous avons un minimum de lecture politique de la situation de notre pays. Quels sont les pouvoirs qu'il a véritablement pour pouvoir apporter une solution aux problèmes qui sont soulevés par les avocats? Et je vais vous dire que j'ai lu un de ces posts qu'il a fait il y a quelques jours. Il disait, à la suite de notre mouvement d'humeur, qu'on voit bien ce que les avocats feront du monopole qu'ils sont en train de solliciter si on le leur accordait. C'est comme ça avec les mouvements de grève qui vont paralyser, avec les mouvements d'humeur qui vont paralyser le fonctionnement de la justice. Il faut que je le dise. Quand on écoute le ministre délégué parler aujourd'hui, on a parfois le sentiment qu'il n'a jamais été avocat. Qu'ayant traversé de l'autre côté, il a oublié qu'il était avocat. Et je dis en assumant entièrement mes propos. Pour une question comme celle-là, ce n'est pas ce ministre délégué qui est celui qui doit pouvoir apporter des solutions. Ça, c'est mon point de vue. Lorsqu'on l'entend parler, lorsqu'on voit ses écrits sur les réseaux sociaux, je dois vous le dire, on se demande à quel moment est-ce qu'il travaille pour la République. Il en fait un peu trop sur les réseaux sociaux. Moi qui suis avocat et plus jeune que lui, je ne peux pas avoir le temps qu'il a sur les réseaux sociaux. Et on prétend qu'il travaille pour la République. Peut-être qu'il y est beaucoup plus pour le divertissement. Mais ce que moi je dois vous dire, c'est que cette question-là doit être traitée par le ministre de la Justice lui-même. Il faut que des solutions efficaces, efficientes soient apportées aux questions posées par les avocats. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a un ministre délégué qui est venu faire semblant de recevoir les avocats. Ce n'est pas une question qui relève de mon point de vue de sa compétence. Le ministre de la Justice devrait lui-même adresser les récriminations qui étaient soulevées par le barreau pour que les solutions satisfaisantes soient apportées. Et d'autre part, on vous dit que les avocats n'ont pas assisté au Conseil de l'ordre, et qu'ils seraient des quoi? Parce qu'on l'a dit à demi, mais on l'a finalement dit. Les gens, il y a plusieurs manières d'assumer sa position. Ils ont choisi, ceux qui ont choisi de ne pas y être, je dis et je le maintiens, c'est également une expression tacite de leur volonté de ne pas voir la décision de la décision été reprise ou été rapportée. Donc, je félicite une fois de plus mes confrères. Ceux qui ont eu, permettez-moi l'expression, le courage de ne pas être à cette réunion. Parce que vous devez bien vous en douter. Connaissant les méthodes de fonctionnement de notre système, je suis sûr que plusieurs d'entre eux ont été appelés avec certainement l'ordre de venir à la réunion en question.
Mais ne pas venir également, c'est un acte de bravoure. Étant entendu que nous sommes dans un contexte sui generis. Ok. Maître Ali. Oui. Je suis peu enclin à adhérer aux théories développées par le Conseil Biliga. Nous avons le même régime depuis l'indépendance. Aïdjo avait une formule célèbre. Lorsqu'il y avait un problème social qui l'embarrassait, il disait « créer une commission ». C'est comme ça qu'on fait pour noyer les problèmes dans ce pays. Ça, c'est juste un rappel. Vous avez un client qui vous a confié. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que le client fait avec l'avocat? Il lui confie sa vie. Il prend sa vie, il prend son honneur, il prend sa carrière, il remet le tout entre les mains de l'avocat avec pour mission de défendre ça. Le Conseil Biliga a dit qu'on aurait dû laisser le temps au gouvernement de réagir. Vous avez un client qui est peut-être au TCS et on vous fait des misères, on refuse de décharger vos courriers. Vous n'avez que 48 heures pour interjeter pourvoi. Il est condamné à vie. Vous ne pouvez pas vous payer le luxe dans ces circonstances de donner le temps au gouvernement. Au lieu de créer les commissions, le mouvement d'humeur n'est pas né sui generis. Par exemple, les gendarmes, les policiers qui ont séquestré les avocats, les gendarmes, les policiers qui ont interdit à des suspects d'accéder à leur avocat. Vous vous souvenez ce que le ministre Chiroma disait lorsqu'on avait interpellé votre confrère Ahmed Abba? Il a dit à haute voix, je cite, Ahmed Abba aura accès à ses avocats lorsqu'on aura fini de l'exploiter. Alors que la loi dit que le suspect aurait dû avoir accès à son avocat avant d'être exploité et pendant qu'on est en train de l'exploiter. Ce qu'on attendait, c'est que les 14 jours qu'ils avaient, c'était amplement suffisant pour déclencher les poursuites judiciaires et disciplinaires contre ces auteurs qui sont connus. Parce qu'à chaque fois, le barreau a par écrit dénoncé ces actes et parfois même désigné nommément les présumés auteurs de ces graves violations. Le Conseil Biliga dit, je n'adhère pas à sa théorie, mais je suis plus enclin à adhérer à la théorie de Maître Moustapha. C'est vrai, et je suis le plus jeune avocat sur ce plateau. Je ne me sens absolument pas obligé de supporter les violations que mes aînés auraient accepté de supporter. Si il parle du vice-premier ministre Amadou Ali, si il leur a dit à l'époque que vous voulez gréver, moi mon réfrigérateur est plein. J'étais étudiant à l'époque, mais j'étais avocat stagiaire lorsque l'actuel garde des Sceaux a dit le patron de l'avocat, c'est son client. Si l'avocat prend de l'argent et ne va pas aux audiences, le client doit porter plainte pour abus de confiance. Ça, c'est ce manque de considération. Dans aucun pays au monde, on a osé traiter des avocats par-dessus l'épaule ainsi. Nous pensions, à mon fort intérieur, je pensais que la rencontre entre le Conseil de l'ordre, entre la délégation du barreau et le gouvernement aurait été l'occasion pour l'actuel garde de Sceaux de venir faire son mea culpa. Et non pas nous envoyer son ministre délégué qui s'est plutôt lancé à une séance d'auto-glorification. Okay. C'est pour ça que, en un mot comme en 100, j'ai dit, je suis parfaitement content que la suspension de la robe n'ait pas été suspendue. Okay. Non, voilà. Voilà, on vous retrouve dans un instant, le temps de retrouver Cédric Nouvelet pour le 20h. Cédric, bonsoir. Au menu ce soir pour le 20h. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous ferons le point sur cette première journée de grève des avocats, un mouvement, un mode d'ordre de grève respecté dans certains tribunaux et cours d'appel, et vous verrez comment leur absence a paralysé certaines juridictions dans les villes de Yaoundé, Douala et dans la région de l'Ouest. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous reviendrons sur les principales revendications du Conseil de l'ordre des avocats concernant la situation des droits de l'homme et l'exercice de la profession d'avocat au Cameroun. Nous parlerons également ce soir du dialogue national annoncé
pour la fin du mois de septembre 2019, après avoir vécu des moments difficiles avec une application à plusieurs vitesses de la tripartite de 1991. Vous suivrez dans ce journal des leaders politiques qui exigent d'abord l'amnistie générale des prisonniers politiques au Cameroun et des garanties pour la mise en œuvre des résolutions qui pourraient être issues des travaux qui doivent commencer à la fin du mois de septembre 2019. Et dans le journal de 20h, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC s'exprime également sur le dialogue annoncé par le président de la République du Cameroun. Nous parlerons aussi du cas Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Vous le savez, le procureur de la CPI vient de faire appel à la décision d'acquittement de l'ancien président ivoirien et son allié Charles Blé Goudé. Quels sont les arguments qu'elle avance pour faire appel et comment cela va-t-il se passer durant les tout prochains mois? Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve bien évidemment après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Tout de suite, madame, monsieur, place au journal de 20h de Cédric Noufélé. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de maître Moustapha Ngwana, maître Cheikh Ali Al-Assad, maître Augustin Gueffard et maître Joseph-Claude Bilika. Maître, l'opposition demande l'amnistie générale pour les prisonniers politiques. Vous pensez à ça au RDPC? Parce que là, madame, monsieur, chacun va sortir sa casquette. Hein. Première partie, c'était les avocats, maintenant, maître Bilika du RDPC. Oui, ben, je pense déjà que... Est-ce que c'est faisable? Cette hypothèse. Avant le dialogue, c'est difficile. Avant le dialogue, c'est difficile, mais vous avez bien suivi le discours du président de la République et qui a dit que, la Constitution lui donne un certain nombre de pouvoirs et qu'il pourra donc actionner ces pouvoirs-là. Il a clairement indiqué, donc, par rapport des pouvoirs sous le pardon, par exemple. Et hier, je suivais le secrétaire général adjoint du RDPC qu'on a demandé tout à l'heure, qui disait que il faut quand même que, même lorsque le président veut actionner cette possibilité d'amnistie, il faut quand même que de l'autre côté, qu'on ait l'impression qu'il y a une sorte de demande, qu'à travers le comportement de ceux qui sont concernés, qu'on voit quand même qu'il y a une manifestation de la volonté d'être pardonné. Donc moi je dis, pour répondre à votre question, dans quelques jours, il est difficile que le président de la République puisse le faire. Le président de la République a déjà accepté le principe du dialogue et fixé la période où ce dialogue aura lieu, ce qui pour moi est une très grande démarche. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps sur vos plateaux, j'étais de ceux qui disaient, même dans mon parti, qu'il faut impérativement qu'il y ait un dialogue. Il y a ceux qui disaient, même dans le parti, qui estimaient qu'on ne sait pas avec qui dialoguer, est-ce qu'il faut dialoguer avec des gens qui ont tué, etc. Le président est allé au-delà de ce qu'on espérait. Mais ces gens-là ne tiennent plus le même discours. Hein. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, il faut être suffisamment très réservé. Oui. La place n'est pas aux extrémistes. Il faut toujours, à tout moment, se dire que quelque chose peut changer. Et c'est cette raison que dès le départ, je dis, il n'y a aucune guerre qui ne se termine sur une table de négociation. Donc, quel que soit ce qui peut être passé dans le nord-ouest ou le sud-ouest, il faudrait bien qu'à un moment donné, que les Camerounais s'asseyent et se regardent en face en se disant pourquoi est-ce que nous sommes en train de guerroyer, pourquoi nous sommes en train de nous faire la guerre. Et je crois que le président de la République a donné cette opportunité aux Camerounais de se parler. Il n'a pas exclu la possibilité de faire sortir de prison ceux qui y sont pour diverses raisons. Mais je doute fort qu'en quelques jours de de dialogue, qu'ils puissent le faire. Mais rien n'est exclu. Rien n'est exclu, tout est possible. Okay. Tout est possible, on peut bien imaginer des formules où on permet par exemple à ces personnes de venir au dialogue, bien les sortir de la prison. Les mettre par exemple, ce qu'on appelle dans en résidence surveillée, on a vu avec Mandela. L'histoire de Mandela, il faut parfois s'en inspirer. Mandela n'est pas sorti de la prison pour être en liberté. Il est parti de la prison. Il partait de la prison pour aller négocier. Oui, il rentrait en prison. Et après, on l'a mis dans une sorte de résidence surveillée. Et à partir de là, dans une maison, dans une villa. Et par la suite, on l'a libéré officiellement.
Donc il n'est pas exclu qu'il y ait des mesures qui permettent que nos compatriotes qui ont posé des actes qui sont répréhensibles et qui soit ont été condamnés, soit sont en prison, puissent bénéficier de la magnanimité du président de la République. Mais encore faut-il que ces personnes également manifestent un certain nombre manifestent à travers leur comportement qui veulent être excusés et pardonnés. Maître Cheikh Ali Assad, vous, MRC, parce que là c'est le militant qui va parler, voilà, du MRC, Cheikh Ali, vous exigez la libération de votre champion. Les autres, avant d'aller au dialogue. Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques. Oui. Et nous ne voulons pas de cette libération dont parle le conseiller Biliga. Le président Biya veut se croire très malin. Il veut organiser un dialogue qu'il a baptisé Grand Dialogue National. Nous, ce qu'on lui reproche, c'est un dialogue inclusif. Je vous coupe pas. Déjà, dans les consultations, le Premier ministre reçoit le MRC. Mercredi, il sera 12h, hein? Non, 11h. Oui. Vous irez à l'immeuble Étoile, le MRC? Je ne sais pas ce que le directoire va décider. Ok. Mais toujours est-il que si je m'en tiens au terme du communiqué du président national du MRC, il a dit le MRC ne mendie pas et ne mendiera jamais une participation à ce dialogue. Nous ne sommes pas dans la logique d'attendre une condamnation pour demander une grâce. Nous n'avons rien fait et nous n'avons rien mendié à M. Biya. Le président Maurice Kamto, et je suis content que le conseil Biliga le compare à Nelson Mandela. Je ne l'ai pas comparé à Nelson Mandela. Je ne l'ai pas comparé à Nelson Mandela. J'ai dit que on peut être en prison et être dialogué. Monsieur le conseiller, il n'y a que des avocats sur cette table. Faisons la différence. Faisons la différence. Je dis ceci. Et là, monsieur le conseiller a été subtil parce qu'il faut qu'on comprenne qu'en droit, il y a une différence fondamentale entre la grâce et l'amnistie. Oui. Nous pouvons à la rigueur accepter un arrêt de poursuite parce que toutes ces accusations ridicules. Donc, si vous voulez dire que si nous ne demanderons pas la grâce. On parle d'arrêt de... Vous allez voir si vous allez accepter, c'est ça? Oui. Parce que vous dites, vous pouvez à la rigueur accepter. Oui, mais nous ne demanderons jamais la grâce. Il ne faut jamais dire jamais, confrère. Jamais. Je dis, monsieur le conseiller, ça c'est la position de mon parti politique. On politique. ne dit jamais en politique. Dans quelques jours, je vous poserai la même question. Monsieur le conseiller, je vous dis, le jour où le président Kamto demandera la grâce au régime Biya, n'est pas encore arrivé. Les 30 secondes qui vont suivre, je vais déposer ma démission. Apprêtez votre démission. Apprêtez-la. Pour le moment, vous ne disiez pas dans le marque de café. Et permettez que malgré la préséance que je puisse m'exprimer quand même plus librement. Je disais ceci. Ce dialogue, tel qu'il se dessine, j'ai peur que ça ne soit un traquenard comme le système l'avait si bien fait pendant les années de Brest. Pourquoi la tripartite? La tripartite. C'est vrai que j'étais encore en culotte courte, mais l'histoire nous a dit ce qu'il en est. On a piégé les gens. Quand il dit, monsieur le conseiller dit qu'en 2 semaines, c'est difficile, mais c'est eux qui disent qu'ils sont les maîtres du temps. C'est à dessein qu'ils ont fixé la date à 2 semaines. Pour espérant prendre tout le monde de court. Espérant qu'ils vont choisir. Donc ça fait 3 semaines. 3 semaines, le discours, oui, le 10, 3 semaines. Et le 30. Même si c'était 30 jours. Oui. Pour un pays qui vient de traverser 36 ans de guerre civile. 36 mois. 36 mois. Lapsus. 36 mois de guerre civile. J'ai dit 36 mois, monsieur le conseiller. 36 mois. 3 ans. Depuis 2016. Pour un pays qui vient, entre guillemets, de fêter son 3 millième mort. On a 3000 morts. On a fêté ça? J'ai dit entre guillemets. Ok. Je dis entre guillemets. On vient d'avoir 3000 morts. On vient d'avoir le 3 millième mort. On vient de passer 3 ans de guerre civile. Et puis un beau matin, parce qu'ils aiment dire magnanimité, générosité du chef de l'État, le chef de l'État généreusement décide, il dit, il y aura un grand dialogue national et nous déciderons qui participera. En résumé, c'est ça la communication de M. Biya.
Et il ne nous dit rien sur la force, la valeur juridique des propositions qui vont être formulées. Seront-elles contraignantes ou bien seront-elles comme les propositions de la tripartite il y a une trentaine d'années? Ou bien c'est une réunion où on va inviter beaucoup d'amis, quelques opposants, on va servir beaucoup de saumon, de caviar, de foie gras arrosé de champagne, et puis on va dire, bon, les résolutions ont été envoyées au président de la République, on s'en remet à lui. Maître Moustapha Ngwana, vous, au SDF, vous insistez sur le médiateur. Il faut absolument un médiateur. Oui, absolument. Vous savez, avant d'arriver au médiateur, il faut savoir également que le président Paul Biya, dans la posture qui est la sienne, voudrait pouvoir manipuler et distribuer la carotte et le bâton. Vous comprenez? En fait, la condamnation de M. Sissoko et autres n'est pas un fait du hasard. Cela est la conséquence d'une savante construction politico-judiciaire. Parce qu'il faut bien le dire. Les gens veulent avoir une arme de chantage contre ces personnes qui sont en prison. Vous voyez, on leur agite déjà la grâce. Parce qu'il faut savoir, il y a un message subliminal qui a été annoncé par M. le Président de la République. Il y a un message subliminal. On vous dit, en fait, on est en train de leur dire, si vous vous montrez suffisamment enclin à lâcher du lest, nous allons vous accorder la grâce. Parce qu'il faut avoir une lecture au 3e degré de cette situation-là. Il ne faut pas prendre les mots uniquement pour ce qu'ils sont, mais il faudrait leur donner également une lecture au 3e degré. Donc, il y a que la grâce qui a été agitée a pour but de faire comprendre aux autres qui sont suffisamment fragiles pour exiger plus qu'il n'en faut. Ceci dit, s'agissant du médiateur que sollicite le SDF, voyez-vous, le peuple camerounais s'est laissé rouler dans la farine en 91 avec la tripartite. Il faudrait qu'il y ait une personnalité indépendante. Je crois que c'est Einstein qui disait qu'on ne résout pas un problème avec ceux qui les ont créés. On ne résout pas un problème avec ceux qui les ont créés. Et ceux qui ont créé la situation actuelle, c'est malheureusement la classe dirigeante que nous avons aujourd'hui. La classe politique que nous avons aujourd'hui est particulièrement du RDPC. Il faudrait que nous ayons une personnalité indépendante qui transcende tous les clivages. Camerounais ou africains? Au Cameroun, il y a des personnes, vous croyez que qui pourrait faire le reproche au cardinal Toumi d'appartenir à un parti politique? C'est un monsieur qui est d'une extrême pondération. Pendant que tout le monde crie à eux à dire à ce que le dialogue qui est annoncé est biaisé et consort, lui il vous dit qu'il est preneur. Il manifeste sa bonne foi. Et il a essayé de manière répétitive d'organiser une conférence générale anglophone ici. Il bénéficie quand même d'une certaine aura sur le plan national et même international. Il fait quand même partie de cette catégorie de Camerounais sur qui il y a quand même un minimum de consensus. Il y a un minimum de consensus et d'honorabilité que nous ne pouvons pas sur ce plateau dénier. Même ceux du RDPC ne peuvent pas dénier. Donc, avoir un médiateur, c'est avoir un interlocuteur fiable. Mais c'est également avoir une personne qui pourra suivre les résolutions. Parce qu'un des problèmes de la tripartite, c'est qu'il n'y a pas eu une structure de suivi des résolutions qui avaient été adoptées. Et c'est ce qui a généré la crise anglophone que nous avons aujourd'hui. On a prévu dans cette constitution de 1996 qui faisait suite à la tripartite la possibilité, on a prévu la décentralisation. Mais vous vous rendez compte que depuis 1996, ça fait plus de 23 ans aujourd'hui, ça n'a jamais été mis sur pied. On a dû attendre le Conseil constitutionnel tout récemment. Vous comprenez? Donc il y a une volonté pour le SDF de sortir de manière définitive de ce cycle de crise perpétuelle qui empêche à la République de pouvoir se déployer, de pouvoir éclore. Donc nous, au SDF, nous voulons effectivement qu'il y ait un médiateur, parce que le médiateur sera une personne neutre, une personne qui pourra demander des comptes le moment venu au gouvernement, et il y aura également un timing qui sera prévu. Parce que la création de commissions relève de ce qu'on appelle en sciences administratives l'encommissionnement. On crée des commissions sur commissions pour finalement noyer le poisson,
et ne pas sortir avec des solutions qui vont permettre au pays de pouvoir sortir vainqueur, victorieux, c'est-à-dire que des commissions, des résolutions qui pourront être prises par la suite. Donc, de notre point de vue, le SDF, il ne faut pas l'ignorer, était partie prenante à la tripartite. Nos leaders étaient partie prenante à la tripartite en 1991. Donc, ils ont quand même une certaine expérience. Et cette expérience-là doit pouvoir être mise en perspective dans l'intérêt supérieur de la nation. Et le débat que nous avons aujourd'hui est un débat qui transcende les intérêts partisans. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous devons avoir un minimum de consensus national sur certaines questions. Et la résolution de la crise anglophone est une question sur laquelle nous sommes tous d'accord qu'il faudrait que la saignée puisse s'arrêter pour que le pays puisse redécoller. Parce que toutes les ressources vont à la guerre. Donc aujourd'hui, nous sommes pour la résolution, mais il faudrait qu'on ne fasse pas, comme on dit, que ce soit les expédients qu'on nous propose comme solution, ou bien des côtés sur les jambes de bois. Mais il faudrait que ce soit des thérapeutiques véritables qui vont nous faire sortir de manière définitive de la crise en question, pour que les Camerounais puissent se regarder en face, que les anglophones qui se sentent marginalisés se reconnaissent finalement des enfants du Cameroun. Okay. Maître Augustin Gueffard, sur ce fameux médiateur que beaucoup sollicitent déjà, et également la libération sans condition, comme a dit Maître Cheikh Ali, avant qu'on aille de manière sereine à ce dialogue. Amnistie générale, qu'est-ce qu'il faut pour que le dialogue se tienne sans qu'on ne parle encore de ruse, comme en 91? Serge Alain, quand j'écoute les politiques qui m'entourent, je me demande s'ils sont dans les amphis ou ils sont en train de disserter les devoirs de philosophie ou de sciences politiques. Le maître du temps a donné le contenu de son dialogue. Il a choisi les hommes qui doivent conduire ce dialogue. Ce soir, pour ceux qui sont Android, le planning prévisionnel de réception dressé par le Premier ministre, il est assez édifiant. Il exclut de facto tous ceux qui sont en prison pour quelque motif que ce soit. Oui. C'est une lecture simple, les politiciens. Il exclut de facto quelques autres combinaisons de personnalités devant conduire ce dialogue. Je crois que le carnaval est tracé. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est d'attendre des 7 partis politiques qui ont été choisis, en commençant par l'UNDP, à nous dire en Mondovision, vous là, voici ce que je vais aller demander là, ainsi de suite. Vous verrez que des 7 partis politiques, il y a le MRC, mais lorsqu'on dit les leaders d'opinion, oui, il n'y a pas le représentant du MRC. Il faut peut-être lire, hein, nous sommes en occasion. Oui, jeudi, ça veut tout dire. Jeudi 19 septembre, 9h. La philosophie que j'entends. Je vous en prie, maître. Oui. Faut dire aux Camerounais. Jeudi 19 septembre 2019, 9h, Cabral Libi, 10h, Joshua aussi, 11h, Gaga Manadi, 12h, Difo Afanui Franklin. Pour les leaders d'opinion. Oui. La philosophie que j'entends venant des différents membres des différents partis politiques sur ce panel, moi de la société civile, moi je me dis, regardons le maître du temps. Dans ce bateau, il n'y a qu'une seule personne qui connaît le sens, c'est le capitaine. À l'heure actuelle, le capitaine a choisi et il mène sa barque. À vous donc des différents partis politiques d'être vraiment sérieux, de ne plus construire la philosophie pour nous perdre en conjecture. Dites-nous concrètement, comme vous êtes invités, qu'est-ce que vous irez réclamer? C'est ce que nous attendons des politiciens. Pour le reste, le dialogue, notre rêve, c'est qu'au sorti de cette causerie-là, qu'on nous dise expressément qu'il n'y a plus de guerre ni dans le sud-ouest, encore moins dans le nord-ouest. Le reste s'organisera comme d'habitude, c'est tout. Ok, Maître Bilga, sur cette leaders d'opinion, les partis politiques, on a comme l'impression que les leaders d'opinion ici, c'est ceux qui ont participé à la dernière présidentielle. La lecture première démontre que c'est ceux qui ont participé à l'élection et qui ont eu un certain score. Et parmi eux, ceux qui ont été vindicatifs, ils sont exclus. Alors,
est-ce qu'ils doivent participer à ce dialogue dans ces conditions? C'est déjà clairement indiqué. Mais le MRC est reçu en tant que parti politique. Oui, il est reçu en tant que parti politique. Mais les leaders d'opinion qui mènent ces différents partis politiques, le MRC est exclu. Voilà. Ça pose problème. Voilà, il faut déjà interroger à partir de là. Si vous épousez déjà la forme, je ne vois pas comment vous allez contester le fond. Commencez déjà par la forme à dire, voilà le problème. Mais si nous sommes dans les souhaits, je ne pense pas qu'en politique, on évolue avec les souhaits. Non. C'est les décisions. La première personnalité a été reçue, ce sera demain 14h30. C'est votre secrétaire général. C'est normal. RDPC. C'est normal? Bien sûr. C'est le plus grand parti du Cameroun. On ne peut pas les nier. C'est le parti qui a un plus grand nombre de députés, le plus grand nombre de sénateurs. C'est le parti gouvernant. On peut pas le nier. Moi, je suivais hier l'interview du secrétaire général adjoint de mon parti, qui n'excluait pas le MRC dans le dialogue. Il disait que même si le leader ou les quelques leaders sont pour le moment embastillés, ça n'empêche qu'au sein du MRC, les idées peuvent être émises par ces leaders, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et ces idées peuvent permettre d'évoluer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le professeur Kamto et son staff qui se retrouvent à Konegi peuvent très bien participer au dialogue, pas forcément de manière physique, mais en faisant un mémorandum, par exemple, qui transmettrait au MRC, comme on a dit, qui sera reçu. Et de cette manière-là, on ne pourra pas dire qu'ils sont exclus. Le dialogue est ouvert à tout le monde. Ok. Bonsoir Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bonsoir Serge Alain. Voilà, dans un instant, 100% football. Au menu ce soir, Sylvestre. Au menu ce soir, la suite du feuilleton Ligue de football professionnel du Cameroun, Fédération camerounaise de football, alors que Pierre Semengue a entamé les tractations pour se maintenir à la tête de la Ligue professionnelle du Cameroun la semaine qui s'est achevée. Seydou Bembo Dioya et Pierre Semengue ont été reçus par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Des informations n'ont pas filtré en ce qui concerne ces différentes rencontres, mais ce que l'on sait, c'est que la FECAFOOT reste ferme sur sa position. La Fédé a publié ce jour une déclaration constatant la composition des membres du comité technique transitoire qui sera piloté par Boubacar Ali Konaté, le premier vice-président de la FECAFOOT. Ça veut donc dire que dans ce bras de fer, la FECAFOOT reste ferme sur sa position. Il n'est plus question que la LFPC puisse être dirigée par Pierre Semengue. C'est ce comité transitoire qui va continuer à organiser les championnats professionnels au Cameroun, dont le coup d'envoi devrait être donné le 18 octobre prochain. Nous parlerons également des sélections nationales de football et la visite du ministre des Sports et de l'Éducation physique à travers le Cameroun. Il inspecte les différents chantiers où sont construits les stades qui devront abriter le CHAN 2020 et la CAN 2021. D'ailleurs, en ce qui concerne le CHAN 2020, les membres qui constituent le comité local d'organisation ont été nommés et leur nomination a été rendue officielle en fin de week-end dernier par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Voilà le menu de cette édition de 100% Foot Serge Alain, au cours de laquelle nous donnerons également des nouvelles des internationaux camerounais. Plusieurs d'entre eux ont inscrit des buts dans leur club professionnel le week-end dernier. Voilà, dans un instant, Sylvestre Hippolyte Zangaou sera là pour vous donner des informations 100% football dans l'émission 100% foot. Ce sera après Equinox Soir. On va sortir quelques mots en 30 secondes. On va sortir conséquent de la résolution du 31. Il était dit, décide qu'à l'expiration de cette période, c'est-à-dire le 20 septembre, d'autres mesures pourraient être prises s'il y a lieu. Maître Ngoufa. Oui. Si le 20... Non, là-dessus, je dois revenir en quelques mots sur, sur la lâcheté qu'a décrié le confrère Biliga. Je lui dis non, il ne s'agit pas de la lâcheté. Il faut être honnête. Lorsque un Camerounais, un citoyen respecte la loi, se conforme à la loi, ce n'est pas la lâcheté. C'est la loi qui dit le membre est libre d'assister. Et on doit tenir compte de sa position. C'est un choix. En philosophie, c'est clair. Ils ont choisi de ne pas assister. C'est la loi. Les conséquences, on les tire. Il ne faut pas que la démocratie gêne tellement. Parce que le confrère Biliga doit comprendre ce que c'est que la démocratie à partir de cette manifestation de volonté, de ce choix. En démocratie, lorsqu'on respecte la loi, c'est comme ça fait mal. Le peuple, lui, crie parce que la loi est violée. Vous aussi, acceptez dans le RDPC que le barreau a respecté la loi, a
appliquer la démocratie. Les membres qui ne sont pas venus d'ailleurs, je vais vous rappeler quelque chose. Tout à l'heure, vous avez demandé pourquoi c'est le communiqué cette fois. La dernière fois, je vous avais dit, c'était les effets de l'Internet. Vous n'auriez jamais vu le nombre des signataires, des membres du Conseil de l'ordre qui avaient signé. Lorsque le Conseil de l'ordre siège, c'est secret. Alors, pour rendre public l'information sortant du Conseil de l'ordre, c'est le communiqué de Batoumbi. C'est lui le porte-parole. C'est lui qui porte la voix. Et il porte à travers le communiqué, il faut que ce soit su. Donc, aucun, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas dire que la résolution, que le communiqué de bâtonnier pêche en ce que certains ont démissionné de leur fonction. Non, c'est la loi. La loi a été appliquée, elle s'impose à tout le monde. Ça doit faire mal, très mal, mais c'est la loi. Merci. Ok. Oui, moi je voudrais dire une chose. Personne n'a intérêt à voir le barreau fragile, un barreau faible, aucune personne. Dans tous les pays du monde, le barreau se présente comme un rempart contre l'injustice et autres, et le barreau du Cameroun doit rester sur ce rempart-là. Personne non plus n'a intérêt à voir le Cameroun dans le chaos, dans l'anarchie. Donc il faut trouver le juste milieu. Et c'est pour cette raison que je suis content de la sortie du bâtonnier dans son communiqué, il vous dit, toutefois le barreau du Cameroun remercie le gouvernement pour les efforts entrepris en vue de l'examen des préoccupations exprimées par les avocats et entend poursuivre le dialogue engagé à cet effet. Je suis content que le barreau laisse les portes ouvertes, continue à poursuivre le dialogue et j'ai espoir que si le dialogue va aboutir et que bientôt toutes les fixations qui sont réelles, j'insiste dessus, que nous subissons, souvent cesser. Je terminerai en disant que ce n'est pas normal, au moment où on est en train de dialoguer, que certains magistrats, comme on l'a indiqué tout à l'heure au niveau de la cour d'appel, donnent des instructions pour que aucun collaborateur d'avocat ne vienne, par exemple, exercer le droit de recours et exige la présence des avocats en robe. S'ils n'ont pas intérêt à faire fragiliser le barreau, à faire échouer ce mouvement de grève. Je dis, le barreau doit rester fort, mais le barreau doit être responsable pour qu'il ne crée pas le chaos dans notre pays. Ok, 30 secondes. Oui, je voudrais dire qu'il appartient au gouvernement de prendre les mesures adéquates, des mesures appropriées pour qu'il n'y ait pas escalade. Nous avons vu que la crise sociopolitique que nous connaissons aujourd'hui est partie d'un mouvement humain d'une partie du barreau. Qu'en serait-il si le barreau tout entier, qui aujourd'hui reçoit le soutien de la société civile, des partis politiques et autres, décidait de se mettre dans la rue? Je ne souhaite pas qu'il y ait escalade pour mon pays, mais il appartient à ceux qui nous gouvernent, qui sont les maîtres de l'arrogance et du mépris, que ceux-là choisissent de poser les actes républicains. Républicains pour que nous puissions sortir de cette situation-là dans l'intérêt supérieur de la nation camerounaise. Ok, rapidement. Oui, j'espère qu'au sortir d'ici, vos téléspectateurs sauront que le combat que le barreau mène aujourd'hui, ce n'est pas pour les avocats, c'est pour le confort des justiciables. Et il faut que nos gouvernants sachent qu'on a aujourd'hui un conseil de l'ordre absolument déterminé. Nous avons élu des hommes déterminés. Comme le communiqué que vous avez lu le disait, à la fin de la semaine, si des mesures n'ont pas été prises de façon satisfaisante, je suis sûr que le Conseil adoptera encore d'autres résolutions beaucoup plus contraignantes. Merci, Cheikh Ali Al-Assad. Merci, Maître Ngefak. Merci, Maître Joseph-Claude Biliga. Merci à vous, Maître Moustapha Ngwana. Merci. Je vous remercie infiniment. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro de la semaine et qu'il en soit. Bonsoir, Koto.